Tchad, Mali, Sénégal. Après 9 années passées en Afrique, l'auteur de Carnet d'un Toubab en Afrique revient sur la face cachée de ce continent, souvent à la une de l'actualité, avec notamment des théâtres d'enlèvement. On en parle aujourd'hui avec lui. Bonjour Daniel Frère. Bonjour madame. Un premier mot, vous avez passé 9 ans en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être du cadre qui vous a amené sur ce continent ? Eh bien, j'étais en Afrique dans un cadre professionnel. Je suis militaire et à ce titre, j'ai eu la chance de connaître plusieurs affectations sur le continent, aussi bien dans le cadre de la coopération militaire technique qu'au sein des forces françaises, des forces de présence. Et donc, j'ai eu beaucoup d'occasions de sortir à travers tous les pays dans lesquels j'étais affecté et de faire des rencontres toujours très intéressantes, très enrichissantes. Alors, vous êtes parti en famille, on le rappelle. Peut-être un mot, comment réagit-on quand on dit « vous allez partir en Afrique » ? Eh bien, c'est la joie, parce que c'est une opportunité formidable qui se présente à nous. Et on a toujours saisi ces occasions, justement, pour aller à la rencontre des autres, découvrir le continent, mais aussi une autre civilisation et des gens particulièrement attachants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez parler de l'Afrique différemment ? Parce que l'Afrique fait la une des médias, notamment avec des prises d'otages, avec des guerres. Est-ce que c'est une façon de parler de l'Afrique d'une autre façon ? Malheureusement, ce qui intéresse les médias, c'est le sensationnel, et c'est vrai que l'actualité donne une image plutôt négative de ce continent, mais il faut bien voir que c'est quand même une minorité de gens qui mettent ce continent à feu et à sang. La grande majorité des Africains que j'ai connus sont des gens extrêmement accueillants, chaleureux et pacifiques. Alors on va parler donc de Carnet d'un Toubab en Afrique. Qu'est-ce qu'un Toubab, tout d'abord ? Un Toubab en Afrique, c'est le mot dans l'Afrique de l'Ouest qui désigne l'homme blanc, l'Européen. Alors vous dites, je n'étais pas chez moi, j'étais chez eux. C'est le sentiment que vous avez eu pendant ces 9 années passées là-bas ? Absolument. C'est-à-dire, je dis ça pour bien dire que je n'étais pas là-bas en terre d'occupation ou en pays conquis, mais bien dans des États souverains et auprès de populations souveraines et qui m'ont royalement accueilli. J'ai eu les portes grandes ouvertes partout, mais je restais à ma place et je n'ai jamais cherché à m'imposer ou à imposer quoi que ce soit. Alors comment est-on reçu en tant qu'expatrié ? Est-ce qu'il y a un regard particulier peut-être des locaux, des habitants ? Vous savez, les Africains sont de très fins psychologues. Ils vous observent. Et très vite, ils savent de quel côté vous êtes. Si vous êtes chez eux pour d'autres raisons, des raisons matérielles ou autres, ou si vous vraiment vous intéressez à eux. Et on ne peut pas tricher. Très vite, ils vous identifient. Et d'ailleurs, ce que je déplorais, c'est le comportement de certains de nos compatriotes qui n'étaient pas à l'honneur de la France. Ces gens-là ne se rendent pas compte que quand on est en Afrique, eh bien, on est jugé en tant qu'ambassadeur de la France. Partout. Et on est connu, nommément connu, et les gens savent pertinemment ce que nous représentons et ce que nous sommes. Vous l'avez dit, parfois, il n'y a pas d'anonymat. Je me rendais dans des villages, on connaissait déjà mon nom, mon statut. Les informations circulent vite en Afrique. Très très vite. Très très vite. Il ne faut pas avoir de préjugés aussi, ça vous le rappelez ? Il ne faut pas avoir de préjugés parce que quand on arrive là-bas, tout est différent. Non seulement le climat, le paysage, mais les comportements. Et on s'aperçoit en fait que si on juge avec nos critères occidentaux, on se plante lamentablement. Leur système de pensée est parfaitement structuré, parfaitement cohérent, et il faut les prendre comme ils sont et juger sans chercher cherche à comprendre sans les juger justement, et surtout pas les juger avec nos critères occidentaux. L'Afrique, en 2 mots, selon vous, contraste et paradoxe. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui saute aux yeux, contraste dans tous les domaines, contraste bien sûr sur le plan géographique, vous avez de l'extrême luxuriance à l'extrême aridité, des richesses étalées à l'extrême pauvreté, vraiment des contrastes dans tous les domaines. Alors vous rappelez que certains touristes qui se rendent sur place sont déçus. Et vous le dites, je regrette qu'ils ne sortent pas de ces complexes hôteliers, qu'ils ne se confrontent pas à la réalité de ce continent africain finalement. Oui, parce que c'est un petit peu une partie édulcorée. Le touriste, bon, on ne faut pas leur en vouloir, ils viennent une semaine pour se reposer, pour bénéficier du soleil, mais ce sont des îlots, ce sont des bulles aseptisées qui sont loin de la réalité, de la vie en brousse et de la vie locale. Et à la limite, ils retrouvent les modes de vie occidentaux, la même chose qu'on trouve dans les hôtels sur les côtes françaises ou ailleurs. C'est ce que vous avez cherché à fuir.
parce que vous étiez aussi en vacances là-bas sur vos congés et vous avez essayé de voyager, de faire des périples en Afrique. Qu'en gardez-vous? Profitant, eh bien d'abord, outre des paysages à couper le souffle, fabuleux, une lumière fantastique, mais surtout un accueil extrêmement chaleureux de la part des populations qui, dans des conditions extrêmement précaires, vous offrent tout, l'eau, le thé, le sourire, et des moments, des contacts humains qu'on n'a plus chez nous en France aujourd'hui. Et vous parlez également dans un chapitre des conditions des femmes avec des anecdotes. Est-ce que c'était important d'en parler, de dire, voilà, on en parle peut-être moins, il y a des questions qui sont tabous, mais c'est fait. Alors je vais notamment reprendre l'anecdote d'un père qui se rend compte que sa petite fille de 4 ans a été victime d'une excision et qui a failli mourir. Quand vous apprenez cela, quel est votre regard en tant, on va dire, vous êtes occidental, donc quel est le regard sûr, donc, et puis un être humain surtout. Humainement, c'est toujours choquant, bien sûr, mais c'est bien la preuve que ce phénomène existe toujours et malheureusement encore à grande échelle, bien que beaucoup d'efforts soient faits partout, il y a beaucoup de mouvements qui luttent contre ça. Localement, l'Africain est très pudique et on n'en parle pas. Et donc il faut vraiment le hasard pour découvrir et puis interroger parce que cet homme était complètement abattu et donc pour arriver à cet aveu et savoir ce qui s'était passé, c'était très long. Mais sinon, le phénomène existe indiscutablement, mais c'est encore tabou et personne n'en parle. Mais bon, attention, il y a quand même beaucoup de mouvements, d'abord des mouvements de femmes, et aussi au niveau étatique, des mesures contre l'excision. La situation en Afrique évolue, vous l'avez dit, aussi dans ce livre, les changements de comportement évoluent également. C'est ce que vous avez constaté, c'est sur ces 9 années, les changements de comportement se constatent quand on vit sur place. Surtout dans les grandes villes. J'ai connu mes premiers contacts avec l'Afrique profonde, c'était dans les années 85, où j'ai connu encore, disons, une ambiance bon enfant, si vous voulez. Dans les villes, c'était déjà plus tendu, il y avait un petit peu plus de sécurité, mais malheureusement, c'est la misère. La misère qui multiplie les indigents, les laissés pour compte, et donc, tous ces gens-là tournent... survivent par vol, etc. Et donc il y avait toujours, en ville en particulier, un peu d'insécurité, mais il n'y avait pas d'animosité particulière contre nous. Alors on parle beaucoup, surtout en ce moment dans les médias, des risques encourus par les expatriés en Afrique. Est-ce qu'à l'époque vous vous êtes senti en danger sur le continent africain? Pas du tout. Pas du tout, on a fait des expéditions fabuleuses, on plantait la tente ici ou là, derrière une dune ou un carrefour de 2 pistes, on n'a jamais été embêtés. Malheureusement, l'insécurité s'est développée, surtout dans la bande sahélienne, encore une fois, pas du fait des Africains, la majorité de la population, mais malheureusement, c'est un phénomène d'insécurité qui est lié à des activités de mafieuses, de trafic en tout genre, trafic de drogue. Vous avez toute une partie de la drogue qui vient d'Amérique du Sud, qui suit le 10e parallèle, on appelle ça l'autoroute 10, qui arrive au large de l'Afrique, au large de la Guinée-Bissau, dans des îles où les narcotrafiquants ont leur piste, et puis ça entre dans le continent, ça arrive au Mali, où là, les porteurs, c'est souvent des clandestins qui payent comme ça leur voyage, et cette drogue arrive en Europe. Donc trafic de drogue, trafic d'armes, terrorisme, trafic d'hommes, trafic en tout genre. Ça, c'est ces activités mafieuses, et terrorisme avec des mouvements comme AQMI, qui d'ailleurs ont souvent partie liée avec les trafiquants, eux-mêmes le sont plus ou moins, mais tout ça, ça entretient une insécurité malsaine, une zone grise qui dépasse largement, de toute la bande malienne, pas seulement sur le Mali, mais également sud d'Algérie, Niger, sud Libye, jusqu'au Tchad, toute la bande sahélienne qui est gangrénée par ces 2 phénomènes conjugués, et d'activités mafieuses et de terrorisme.
Les enlèvements se multiplient. Lundi a été diffusé un enregistrement de la famille enlevée mi-février dans le nord du Cameroun. Voilà. Ayant vécu en Afrique en tant qu'expatrié, que ressentez-vous en voyant cette famille? Vous êtes vous-même parti en famille, ça aurait pu arriver à n'importe quelle autre famille. Dans ces mêmes zones, puisqu'ils ont été enlevés du côté de Ouaza, un parc qu'on a bien connu, qui n'était pas très loin du Tchad. Bon, c'est une zone où il n'y avait pas d'insécurité, peut-être quelques coupeurs de route, mais bon, sans plus. Mais effectivement, donc, on voit bien que là, ces activités se multiplient dans toute cette région. Quels conseils aux expatriés aujourd'hui? Quels conseils pourriez-vous donner? On l'a vu, il y a plus d'insécurité qu'avant, plus de risques aussi qu'avant. Bien sûr. Eh bien, bon, les conseils, encore une fois, c'est la prudence, bien sûr, ne pas aller, parce que les zones à risque sont quand même connues. Donc, nos ambassades ont toutes les informations, Dieu merci, à leur disposition, pour conseiller utilement les expatriés. Ceci dit, la prudence ne doit pas les amener à vivre en ghetto. C'est bien dommage de partir au Tchad ou au Mali ou dans n'importe quel autre pays si c'est pour rester en ghetto franco-français. Il faut saisir cette opportunité justement pour aller au-devant et rencontrer les populations et découvrir la civilisation. Vous le dites en conclusion de votre livre, vous avez eu conscience d'avoir connu une période faste et d'insouciance. Est-ce qu'aujourd'hui cette période est révolue? Pour un temps, je pense que les valeurs profondes de l'Afrique referont surface, que bon, c'est une parenthèse de l'histoire qui, j'espère, sera de courte durée. J'ai bon espoir parce qu'encore une fois, la population, dans sa grande majorité, est pacifique et déplore ces phénomènes de violence et d'extrémisme. Vous dites, je suis sûr qu'un expatrié peut encore s'épanouir en Afrique comme j'ai pu le faire, mais à condition de le vouloir. Comment le vouloir? Dans quelles conditions? Il y a aussi des éléments extérieurs, on en a parlé, le terrorisme, les enlèvements. Oui, bon, ça c'est vrai, c'est pas partout. Et je dirais que quand un expatrié, la vie d'expatrié, c'est un petit peu l'auberge espagnole. Vous amenez ce que vous trouvez. Si vous venez là-bas avec une volonté de découverte, d'aller au-devant, de curiosité, encore une fois, ne pas juger mais chercher à comprendre, vous vous épanouissez. Mais les mêmes personnes qui en France se plaignent parce qu'il n'y a rien alors qu'ils ne sortent pas de chez eux, seront tout aussi malheureuses là-bas. Donc il ne faut pas y aller en terre conquise et plutôt venir sans préjugés et avec l'envie d'apprendre. Et surtout avec l'envie d'apprendre, de découvrir les gens, de découvrir... comme en France, quand on change nos régions, on visite les régions d'accueil. Voir l'Afrique différemment et de façon plus positive que ce qui en est dit en ce moment. Absolument. Grâce à ce carnet de voyage. Ces valeurs profondes de l'Afrique. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Je le rappelle, Carnet d'un Toubab en Afrique aux éditions Eddy Livre, un très beau livre qui vous permettra de parcourir l'Afrique et ses paysages fabuleux. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Nous en parler en plateau et on se retrouve tout de suite pour la chronique politique.